cas de l'astrologie est intéressant au niveau de l'épistémologie et de ce qu'on appellerait plutôt la pathologie de l'épistémé. On est vraiment dans un domaine pathologique et pathogène avec l'astrologie. Je dis ça pour les sociologues justement du savoir. Et c'est tellement caricatural que c'est tout à fait emblématique pour l'ensemble des domaines de connaissances. Car on a là un exemple de cloisonnement extraordinaire. C'est-à-dire une discipline qui ne veut absolument pas établir des passerelles avec d'autres domaines, qui ne veut absolument pas tenir compte des avancées scientifiques, que ce soit dans le domaine de la science politique, dans la science historique, de la science juridique, de la communication, de l'anthropologie. C'est un domaine qui se veut autosuffisant et où l'astrologue lui-même serait autosuffisant. C'est-à-dire qu'il fonctionne en petite structure, lui et son astrologie, et ça suffit. Demandez à un astrologue quelles sont les connaissances qu'il a en dehors de l'astrologie, quelles sont les connaissances qu'il utilise en dehors de l'astrologie. Il vous répondra de façon très vague, oui, c'est ma petite connaissance à moi, c'est mon expérience, c'est mon bon sens personnel. Voilà, c'est ça qui me permettra d'assurer. Et puis alors, il y a quand même une exception, deux exceptions, la mythologie et l'astronomie. Alors là, il y a une passerelle vers l'astronomie. Il y a un canal. Tout ce qui est astronomique est à considérer astrologique. Là, on n'est pas dans le domaine des sciences humaines. Et par ailleurs, au niveau du symbolisme, ça les intéresse beaucoup aussi. Mais jusqu'à un certain point. Parce que si on remet en question le symbolisme zodiacal, les relations entre planètes et signes, non. De toute façon, ça c'est son domaine, c'est le domaine de l'astrologie. Alors, et bien évidemment, les autres disciplines n'ont pas droit de regard sur l'astrologie non plus, ça va dans les deux sens. Enfin, l'astrologie ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs, et ce qui se passe ailleurs n'a pas à s'intéresser à l'astrologie. Donc on est dans une sorte de ghetto extrêmement cloisonné, qui est marqué par le syndrome que j'appelle le syndrome de la cécité. C'est-à-dire syndrome de la cécité et aussi syndrome de la machine, qui est lié. Alors ça va peut-être pas être très agréable ce que je vais dire pour les non-voyants ou les malvoyants, mais effectivement, leur mode de fonctionnement est problématique. Même s'il est normal, pour eux, il est problématique. Parce que l'idée, la solution, c'est d'être sur un périmètre extrêmement restreint, mais de connaître à la perfection ce périmètre. Et cette connaissance à la perfection d'un périmètre restreint permet d'accéder à une apparence de normalité, mais qui est extrêmement limitée dans ses conditions d'application. Donc, le cloisonnement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans d'autres textes, le cloisonnement est lié à l'absence de visibilité. Je ne veux pas regarder, je ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur, je ne vois pas au loin, je ne vois pas en dehors de mon champ, de mon périmètre,
et je me sens pas du tout sûr dès lors que je sors de ce périmètre. Donc, demander à des astrologues d'aller au-delà de leur périmètre, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que l'astrologie n'attire plus que des personnes qui ont un problème de malvoyance. C'est d'ailleurs assez comique, puisque le mot malvoyance s'opposerait en quelque sorte à la voyance. Il y a une mauvaise voyance, une mauvaise visibilité, qui est précisément, il faut le dire, propre notamment au sexe féminin. On a montré depuis 2003, notamment depuis une bonne dizaine d'années, qu'il y a deux humanités qui coexistent symbiotiquement, l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal, et visiblement les femmes sont les héritières de ce qu'on peut appeler les hommes des cavernes, donc elles vivaient dans l'obscurité. Pour d'autres raisons, soit parce que dehors c'était trop dangereux, il y avait trop d'animaux dangereux, soit parce qu'elles ne connaissaient pas le feu, enfin bref, peu importe. Soit-il qu'elles ont une évolution qui n'est pas la même que l'évolution de l'autre espèce humaine, dont les hommes seraient les héritiers. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de savoir comment il se fait qu'aujourd'hui, ces processus évolutifs ont perduré au sein de notre société, mais c'est ça proprement ce qui est de l'ordre de la symbiose. Symbiose qui s'est produite il y a des milliers et milliers d'années. Donc, le monde féminin a comme fer de lance de ce qui lui correspond le milieu astrologique et le champ astrologique. Et ça part du principe justement de la caverne. On pense oui, de la caverne de Platon. On ne sort pas de la caverne, on ne va pas voir ce qui se passe à l'extérieur, et donc on n'a pas de référence de comparaison. Donc je peux parler tout à l'heure des avancées. Eh bien, ces avancées ne sont pas à considérer. On est dans l'autosuffisance, si on veut savoir des choses sur le monde, il faut se référer à ce que dit l'astrologie. Ce qui est dans la tradition astrologique, ce qui est resté dans la tradition astrologique. L'autre jour, par exemple, j'ai interpellé dans un groupe d'astrologues, oui, mais vous parlez des hommes et des femmes, mais qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Quelle est sa psychologie? Est-ce que vous connaissez les travaux sur ces questions? Ils m'ont répondu, mais écoutez, voilà, on va regarder qu'est-ce que dit l'astrologie sur le masculin et féminin. Ah, et des signes qui sont masculins et des signes qui sont féminins. Ben voilà, comme ça, on sait. Mais en même temps, ils nous disent qu'on ne sait pas, d'après le thème, si quelqu'un est un homme ou une femme. Alors, on est dans une sorte, je répète, de petite entité où il y a l'astrologue et l'astrologie et son client, et l'astrologue il fait sa petite salade, il sait qu'il a en face de lui une femme, et il en tient compte. Il ne va pas théoriser là-dessus, mais si vous voulez, c'est comme une sorte de point aveugle. Je dis que je ne fais que de l'astrologie, en réalité, je tiens compte de la personne que j'ai en face de moi, même si je l'ai au téléphone, j'ai la voix, j'ai le son. Voilà. Alors, ça c'est un premier point. Maintenant, l'ignorance de ces avancées aboutit à ce que l'astrologie, l'astrologue, donc, soit dépendant du savoir astrologique ancestral, qui s'est constitué à différentes époques, qui a intégré différentes données de divers ordres à différentes époques, et qui n'est ni vraiment moderne, ni vraiment originel. C'est dans une sorte de Moyen-Âge. Et d'autre part, il y a les préjugés, les convictions personnelles de l'astrologue praticien, qui va ajuster à la fois une sorte de dialectique complexe, son astrologie, ce qu'il pense savoir du monde, hein,
comme ça, qui sait des choses, tout le monde. Et puis, évidemment, la réactivité du client, qui va également être porteuse d'informations. Voilà un peu l'écosystème dans lequel vit l'astrologue. Alors, est-ce qu'on peut casser cet écosystème? Est-ce qu'on peut ouvrir? Toute la question est là. J'ajouterais que donc il y a trois grands domaines qui seraient absolument indispensables que les astrologues prissent en compte. Un, le domaine du genre. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du masculin et du féminin, des hommes et des femmes? Je dis bien aujourd'hui, et pas il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de la cyclicité, de l'évolution des structures, des institutions, des systèmes politiques? Les choses ne sont pas statiques. Hein. Comment vivre la cyclicité? Et les astrologues ne donnent pas un bon exemple de cette, on est parlé encore, de cette capacité, de cette conscience de la cyclicité, puisque leur astrologie, elle est complètement figée sur l'essentiel. Elle ne tient pas compte des avancées scientifiques qui se déroulent en 2014. Et puis, troisièmement, la science de la communication. La science de la communication, qui est un domaine qui m'intéresse également beaucoup. Quand je dis qui m'intéresse, ça veut dire que je ne me contente pas de lire les textes, je contribue à la recherche dans ce domaine, comme je contribue à la recherche dans le domaine du sexe et dans le domaine du cycle, bien au-delà de l'astrologie. Et en science de la communication, on note que le contenu n'est pas si important que cela. Le message n'est pas, dans la plupart des cas, significatif en comparaison du médium. Ce qui va très loin. Par exemple, le même message dit sur un certain ton ne sera pas entendu de la même façon que sur un autre ton. Il y a des gens qui, par exemple, peuvent écouter n'importe quoi et n'importe qui dire n'importe quoi, du moment que les gens ne parlent pas trop fort, ou du moment que les gens ne s'énervent pas. Donc, on n'est pas dans le message. On peut jouer sur les mots, mais on est dans la forme. Et je dirais même que, par exemple, même si vous ne comprenez pas une langue, vous pouvez constater que les gens s'énervent ou qu'ils parlent trop fort. Donc, on est quand même dans le médium. Hein. Être dans le message, c'est quand même comprendre ce qui se dit. Et ça, c'est beaucoup demandé. Donc, si on revient à la question de la consultation, eh bien, on peut penser qu'en définitive, ce qui est important, c'est qu'il y ait du son, qu'il y ait de la parole, qu'il y ait une façon de parler qui soit apaisante. La voix de la personne est probablement plus importante que ce qu'elle dit. Ses manières, son attitude, sa courtoisie, tout ce qu'on voudra, c'est plus important que le contenu. Alors, bon, que maintenant on vient de nous dire, et c'est ça le comble, que tel astrologue vient de nous dire qu'il a vérifié son astrologie, qu'il a des preuves que son astrologie fonctionne, ça c'est une très grosse plaisanterie, car les conditions expérimentales ne sont absolument pas en mesure de justifier une telle affirmation, une telle prétention. Donc, le métier d'astrologue devient, comme on l'a dit, un métier de confesseur, où les gens peuvent parler, où ils aiment bien qu'on leur parle d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Bon, maintenant, ce qu'on leur dit, qu'on s'intéresse à eux, et que l'astrologue est un visuel. Parce que justement, comme on le sait, les malvoyants, ils ont un problème, ils ont un complexe au regard du visuel. Et l'astrologue, censé supposer avoir un visuel, ce visuel étant le thème natal, je vois,
je vois. D'ailleurs, c'est un mot magique, ça, je vois. Dans tout le domaine de la voyance, c'est ce mot qui est important. Et de ce sens-là, on peut dire que l'astrologie fait partie de la voyance, parce qu'on est dans le voir. Le thème natal est un élément essentiel de la consultation. C'est même la consultation. C'est même le pivot de la consultation. Mais c'est un pivot purement formel. C'est-à-dire que, voilà, il parle, il me dit des choses, il m'écoute, mais il a un visuel. Et ça, ce visuel, c'est un plus qui va renforcer mon transfert et ma capacité d'écoute. Et là, on touche à un autre sujet, c'est la possibilité de la suggestion. Il est clair que on va avoir les gens aussi qui vous aident à décider, pour qu'ils vous aident à penser, pour qu'ils vous aident à vous déterminer. Et il faut que ce soit quelqu'un qui soit différent, d'où l'importance pour les astrologues de cultiver leur différence, qui a un mode de fonctionnement, de comportement, dans le médium, une façon d'argumenter, quel que soit ce qui est dit, mais il faut qu'il y ait des éléments, par exemple, on va se référer à des planètes, au ciel, à la mythologie. On pense un peu aux médecins de Molière qui fait leur diagnostic d'un jargon latin, et que ne comprenait pas, mais moins on comprenait, plus on était impressionné. Et là, donc, effectivement, on attend qu'il puisse dire des choses qu'on puisse entendre. C'est-à-dire qu'il ne soit pas immédiatement rejeté par le système immunitaire du client. Le système immunitaire, en effet, parce que la cliente s'est habituée à ne pas entendre, à ne pas écouter, à ne pas vouloir tenir compte de ce qu'on lui dit. Pour des raisons liées à un visuel aussi, parce que les gens normaux, il en a marre, il en a soupé. Donc il a besoin d'entendre des gens qui ont un mode de fonctionnement qui n'est pas normal. J'en parle d'ailleurs dans une petite brochure qui est parue il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle L'astrologue face à ton client. Les ficelles du métier qu'on peut trouver sur Internet en français comme en anglais. Et donc, le caractère étonnant, particulier de l'astrologue va être aussi un moyen de communiquer. Donc, paradoxalement, plus l'astrologue agit de manière étrange, plus on sera en mesure de l'écouter. Parce que ces personnes qui vont voir l'astrologue sont en crise par rapport à la normalité, par rapport à des gens qui parlent d'eux-mêmes, par leurs propres moyens, qui improvisent des choses, qui disent des choses. Et en fait, l'astrologue, comme on l'a dit tout à l'heure, il parle en son nom personnel aussi, mais il le fait par le truchement, par le médium de la carte du ciel, de l'astrologie dont il est censé être le dépositaire, et quelque part, il laisse entendre que ce qu'il dit, il ne le dit pas en son nom propre. Il faut le dire. Qu'il le dit sous contrôle, sous la tutelle d'un savoir ancestral, qui n'est pas si ancestral que ça d'ailleurs, puisque on a rajouté de nouvelles planètes, je ne sais pas, mais enfin ces nouvelles planètes existaient déjà dans l'univers, de toute façon, même quand on ne les connaissait pas. Voilà, donc il parle sous contrôle, il ne dit pas ce qui lui passe par la tête. Alors, ce que lui passe par la tête, justement, c'est un peu la définition de la voyance, entre parenthèses. Le voyant, on n'est pas un bon voyant si on n'a pas une spontanéité de l'esprit. Si on n'a pas, justement, ces idées qui nous passent par la tête, de façon fulgurante, par des éclairs, par des flashs. Et donc là, il y a un paradoxe. Mais c'est bien ce qui distingue la consultation chez l'astrologue de la consultation chez le voyant. Chez le voyant, on admet tout à fait, c'est même nécessaire, que le voyant, il nous dise ce qui lui passe par la tête. Mais chez l'astrologue, il ne faut surtout pas qu'il dise ce qui lui passe par la tête.
dans une sorte de voyance inhibée. Hein. C'est penser à ce que dit Barbeau sur la Vierge, sur le Scorpion. Il y a le relâchement ou l'inhibition. Donc quand on va voir le voyant, on est dans le relâchement, ça sort. Ça. Et quand on va voir l'astrologue, on est dans l'inhibition, dans la restriction. L'astrologue se restreint, se contraint, et c'est cela qui fait qu'on a confiance en lui. Et je terminerai sur la question du contre-transfert, à savoir que là c'est un peu compliqué. Beaucoup d'astrologues évitent de tomber dans le contre-transfert, c'est-à-dire que même s'ils sont censés se contraindre et se limiter à un savoir astrologique, ils savent très bien que c'est impossible, parce que ce savoir astrologique, il est extrêmement touffu, foisonnant, et donc il ne parle pas de lui-même tout seul. Et deuxièmement, parce que l'astrologue, il va y mettre de son cru, il va y mettre du sien. Mais ça, c'est le secret de fabrication, et il n'est pas censé l'avouer.